Parfois, la grande histoire, avec un grand H, se joue dans le destin d'un seul homme. L'histoire qu'on va explorer ensemble, c'est précisément ça. C'est l'histoire d'un homme et d'une carte. On va plonger dans la mort tragique d'un seigneur médiéval, Bernard d'Alion, et voir comment son sort est lié à la naissance d'une frontière qui a littéralement redessiné l'Europe. C'est un récit de foi, de pouvoir et de la fin de tout un monde. Alors, pour commencer, transportons-nous dans le temps et l'espace. On est à Perpignan. Et la date est très précise, le 4 septembre 1258. C'est un jour qui va marquer un tournant, qui va sceller le destin non seulement d'un homme, mais de toute une région. Et au cœur de cette journée, il y a un événement d'une brutalité qu'on peine à imaginer aujourd'hui. Un homme de haut rang, un noble puissant, est exécuté publiquement. Son crime? L'hérésie. Il est brûlé vif. Et c'est là toute la question qu'on va se poser. Est-ce que la mort de Bernard d'Alion n'est qu'un fait divers, aussi tragique soit-il, de la répression menée par l'Inquisition, ou est-ce que sa mort symbolise quelque chose de bien plus grand, peut-être même la fin d'un monde? Bon, pour vraiment saisir la portée de cet événement, il faut d'abord faire connaissance avec l'homme qui est au centre de ce bûcher. Alors, qui était ce fameux Bernard d'Alion? Bernard d'Alion, ce n'était pas n'importe qui. Loin de là. C'était un seigneur puissant, un vassal du très influent comte de Foix. Il contrôlait le château du Son, une place forte stratégique, et surtout le Donezan, un territoire qui était presque indépendant et qui jouait un jeu d'équilibriste très fin entre les deux grandes puissances de l'époque, le royaume de France et la couronne d'Aragon. Sa position était absolument cruciale. Et il faut bien comprendre que son destin n'a rien d'un accident. Son engagement pour la cause cathare était total. C'était même une affaire de famille. Pensez-y, son épouse, Esclarmonde, était une parfaite, c'est-à-dire une figure très importante du clergé cathare. Son château servait de refuge, de plaque tournante pour cette église devenue clandestine. Il a même envoyé des hommes pour défendre la célèbre forteresse de Montségur. Autant dire que pour l'Inquisition, il était une cible de premier choix. Maintenant, changeons de perspective. On quitte un instant le destin personnel de Bernard pour regarder la grande politique internationale. Parce que cette même année de 1258, pendant que Bernard vivait ses derniers mois, la carte de l'Europe était en train d'être complètement chamboulée. Et là, la chronologie est absolument fascinante. Regardez bien. En quelques mois à peine, on a la signature d'un traité international majeur, le traité de Corbeil, et juste après, l'exécution de ce seigneur local si influent. Une simple coïncidence? On peut en douter. Alors, c'est quoi ce fameux traité de Corbeil? Eh bien, c'est un moment charnière de l'histoire. Son but était à la fois simple et radical. Il s'agissait de remplacer une zone frontalière complètement floue, où les allégeances étaient complexes et changeantes, par une ligne. Une ligne claire, nette, permanente. C'était la fin des ambiguïtés. Le changement est radical. Avant 1758, on est dans un monde de loyauté fluide, un monde où des seigneurs comme Bernard d'Alion pouvaient, justement, naviguer entre les grandes puissances. Mais après le traité, ce monde-là s'effondre. Le pouvoir des rois se renforce, la frontière devient une ligne bien réelle et l'autonomie locale, eh bien, elle est tout simplement balayée. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. C'est le moment où les deux histoires, celle de l'homme et celle de la carte, se percutent de la manière la plus violente et la plus fatale qui soit. On peut voir l'année 1258 un peu comme un double interrupteur. Vous voyez l'image? Un seul geste, mais qui accomplit deux actions en même temps. Il éteint une lumière sur un monde ancien pour en allumer une autre sur un monde nouveau. Voilà précisément l'effet de ce double interrupteur. D'un côté, on éteint la lumière. L'exécution de Bernard met fin à l'une des dernières grandes figures de la résistance cathare. De l'autre côté, simultanément, on allume la lumière sur un nouvel ordre, celui du traité de Corbeil. Donc, la mort de Bernard, ce n'était pas juste une affaire religieuse. Non, c'était un acte éminemment politique. C'était en quelque sorte le nettoyage par le feu d'une zone frontalière pour pouvoir imposer cette nouvelle carte. Bernard était le symbole d'un monde rebelle qui, tout simplement, devait disparaître. Et toute sa tragédie est là. Bernard d'Alion, c'était le dernier seigneur d'un territoire frontière qui, avec le traité de 1258, a tout simplement cessé d'exister. Il est mort en même temps que son monde a été effacé de la carte. Et l'histoire de Bernard d'Alion nous laisse avec cette question qui reste terriblement actuelle. Une frontière, ce n'est jamais juste un trait sur une carte. C'est une réalité politique qui protège, qui divise, qui condamne. Alors on peut se demander, pour qui est-elle une protection et pour qui, au contraire, est-elle une sentence?